Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, j'ai le privilège, parce que c'est un privilège, j'ai pas mal couru après, puis elle a dit oui. J'ai le privilège de recevoir Lynne Morissette, qui est biologiste marine. En fait, elle a tellement de titres là, que je vais le résumer, postdoc en écologie marine et en conservation. Mais c'est aussi parce que je suis tombée en amour avec Lynne Morissette en regardant le film L'océan vu du cœur, qui est la suite du film documentaire La Terre vue du cœur que j'avais vu il y a plusieurs années, qui mettait entre autres en vedette Hubert Reeves. Et c'est aussi la dernière fois qu'on a eu la chance de voir Hubert Reeves vivant euh, dans ce film-là, L'océan vu du cœur. Alors, Lynne Morissette, merci d'être à Visionnaire. Bonjour France, ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'accueillir. Écoute, quand on rentre dans ce film-là, puis je vais mettre la bande-annonce dans quelques minutes, là, on a l'impression quand tu arrives pendant le documentaire que là, c'est notre grande sœur qui est là, ou notre petite sœur, dans mon cas, qui vient nous raconter l'histoire des océans. Et on entre dans ton histoire. Et moi, j'en revenais pas, là, tu sais, je veux dire, je connais pas tout, évidemment, puis je dirais que je connais rien du tout. Mais j'ai quand même été journaliste pendant des années. J'ai lu beaucoup dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'entrevues et j'ai appris pour la première fois dans ce documentaire-là que le poumon de la Terre, c'était pas seulement les océans, c'était pas seulement, pardon, les forêts, mais qu'à 50% et peut-être même plus, ce sont nos océans. Ben, le meilleur moyen de s'en rappeler, c'est qu'on a 2 poumons, hein? Nous, on a 2 poumons, mais la Terre, c'est la même chose. La moitié de l'air qu'on respire provient de la photosynthèse, mais pas de celle des arbres puis des forêts amazoniennes, mais de la photosynthèse du plancton dans la mer. Et là, Donc ça, c'est l'autre l'océan est affaire que tout j'ai appris. ben Ce oui, serait pas puis des comme plantes on a marines. 70% de la planète qui est d'océan, ben c'est sûr que ces petites plantes-là, même s'ils sont microscopiques, elles contribuent puis elles ont leur rôle là, dans l'air qu'on respire. Là, c'est ça que je veux que tu m'expliques parce que moi, dans ma tête, il fallait que ça vienne de plantes géantes, vertes, quelque chose avec du vert dedans. Mais non, le plancton, ce sont des micro-organismes pour la majorité. Le krill, c'est une forme de plancton aussi, ce qui nourrit les baleines, entre autres. Mais comment ça fonctionne, la photosynthèse avec le plancton? Ben, la photosynthèse, c'est les plantes qui font ça. Mais quand on suit des cours à l'école, on imagine qu'une plante, c'est nécessairement la Ouais. plante que j'ai en arrière de moi, puis quelque chose avec une structure, puis des feuilles. Mais dans la mer, les plantes, le plancton végétal, c'est des micro-organismes. Donc, c'est des micro-plantes, des petites bestioles ou des petites cellules, des fois, qui font la même job que les arbres ou les plantes sur Terre, mais en microscopique. Donc, on appelle ça du phytoplancton. Puis dans le plancton, il y a aussi le zooplancton. Ça fait pas de photosynthèse, c'est vraiment des animaux microscopiques comme le krill, les, euh, les petits organismes, toutes sortes, il y a toutes sortes de choses là, dans le plancton, mais ça se divise vraiment en deux. Il y a les plantes, le phytoplancton, puis il y a le zooplancton qui est la partie animale de tout ça. Écoute, je vais mettre juste en image et pas en son parce que sinon, c'est compliqué avec mon outil de streaming. Mais là, je le fais pas en son. Ce qui est extraordinaire, là, quand on voit les baleines, c'est tellement surprenant qu'on fait Alors voilà, je vais te laisser finir. C'est tellement surprenant quand on voit les baleines que ça fait ben, ça coupe le souffle. C'est vraiment quand on voit une baleine sortir de l'eau, on dirait qu'on retient notre souffle en même temps qu'elle. On fait parce que c'est beau quand tu es impressionné de quelque chose, mais c'est un canal de communication tellement efficace pour toucher notre cœur. C'est ça qu'il faut faire en conservation. Si les scientifiques font juste écrire des rapports puis dire il y a tel résultat qui nous montre que ça c'est inquiétant, c'est pas efficace pour rejoindre le cœur des gens, puis c'est les gens qui peuvent faire une différence, pas les scientifiques là, qui vont sauver la planète demain matin. C'est une job collective, puis pour toucher les gens, pour qu'ils s'en soucient, il faut passer par des nouvelles façons. Puis les baleines sont d'extraordinaires moyens de faire ça parce qu'on dirait que la connexion est tellement facile avec les baleines. C'est majestueux, puis on peut pas ne pas être bouleversé quand on et voit une baleine à côté de nous.
Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours parce que toi, tu es une fille, bon, du bas du fleuve, t'as été élevée les pieds dans l'eau, tu as été fascinée toute ta jeunesse par les océans. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir nous transmettre avec tant de passion, finalement, cet enseignement-là que les océans, c'est notre poumon, là? Ben, ça a commencé avec un homme. J'avais un scientifique dans ma famille, c'est Jean-Claude Dionne. Il était géomorphologue à l'Université Laval. Géomorphologue, ça veut dire spécialiste de la géologie des roches, puis de la morphologie des côtes. J'ai passé mon enfance avec lui à Saint-Fabien-sur-Mer, puis c'est intéressant parce que dans le film, la première scène où j'interviens, je suis là dans le terreau de mon enfance. C'est vraiment là que j'ai compris, à force de le suivre, que les océans, c'était ma passion, puis que j'allais devenir une scientifique. Je m'intéressais plus aux vivants qu'aux roches, mais avoir mon oncle, pour moi, mon oncle, c'était Indiana Jones, là. On partait ensemble, il découvrait toutes sortes d'affaires, puis ça, pour moi, ça a été comme clair très rapidement quand j'étais petite que j'allais faire ça, travailler dans quelque chose qui a rapport avec la mer. Puis là, ben rapidement, les animaux marins sont venus dans l'histoire. Les mammifères marins, il y a beaucoup de phoques dans la région où j'habite. Fait que les premiers mammifères marins que j'ai vus sur une base quasi quotidienne l'été, c'est les phoques. Mhm. Puis après ça, ben tous ces grands mammifères-là qui sont pas très loin de nous dans l'arbre évolutif, là, ben je me suis dit, il y en a beaucoup pour lesquels ça va pas bien, des espèces de mammifères marins. Moi, je vais travailler à les comprendre pour mieux les protéger. Alors, c'est pour ça que tu as choisi la conservation. Mmh. Explique-moi, c'est quoi l'état actuel de nos océans? Parce que j'ai intitulé cette entrevue-là, dans le fond, le gros titre, là, c'est Sauver les océans pour sauver la vie sur Terre. Parce que là, Ouais. j'ai compris en allant voir le film, qui est majestueux en passant. C'est de toute beauté, ce film-là, L'océan vu du cœur. Et tout le monde devrait aller voir ça, ne serait-ce que pour se sensibiliser. Et j'aime bien l'aspect de la beauté. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de nous montrer ce qui est laid, puis ce qui va pas bien, puis décourageant, on nous montre la beauté. Oui, puis Qu'est-ce qui va c'était pas la trame de fond de l'approche de Hubert Reeves dans La Terre vue du cœur, c'était la même chose là. Puis c'est une approche aussi qui m'avait inspirée par quelqu'un d'autre qui s'appelle Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, bien qui sûr. nous a montré les océans, mais lui, c'était pas un scientifique, mais c'était inaccessible les océans, dans les années 60, 70, 80. Il y a pas beaucoup de monde qui avait la chance ou la possibilité d'aller voir sous la surface, puis lui, il nous donnait cette opportunité-là. Donc ça, c'est une chose de rendre ça accessible. Si on ne connaît pas, Cousteau disait on protège ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas les choses, c'est très difficile de vouloir les protéger. Donc, de rendre ça accessible aux gens puis de montrer la beauté, c'est un peu comme essayer de créer des histoires d'amour. On veut que les gens voient à quel point c'est beau, on veut que les gens aiment l'océan, puis ensuite, ça devient naturel de vouloir le protéger. Quand on est en amour avec quelqu'un, on veut pas qu'il lui arrive du mal. C'est ça un peu le rôle de la conservation, c'est de créer ces histoires d'amour-là avec l'océan, les gens. Puis c'est l'approche dans le film. Puis il y a une autre chose aussi qu'on s'est rendu compte. Ça, c'est la façon dont fonctionne ma science, l'écologie de la conservation, mais c'est une science qui a changé de recette dans les dernières années parce que on se rendait compte qu'il y avait des gros enjeux. Je pourrais vous faire le bilan, là, mais l'état de santé des océans s'aggrave. Puis là, ben, on s'est rendu compte que de juste dire ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça ne créait pas l'action. L'écologie de la conservation, c'est l'art de modifier des comportements humains pour protéger la nature. Puis quand on écrit des rapports où on dit ça va mal, ça a marché pendant un temps. On disait les scientifiques étudiaient les phénomènes naturels, puis s'inquiétaient de certaines choses, puis ils nous diffusaient cette information-là le plus facilement possible pour que ça soit compréhensible. Puis là, quand les gens comprenaient, ils se disaient hey, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Puis maintenant, ça ne marche plus parce que les problèmes sont tellement gros que si moi je vous dis, il y a un rapport qui montre que la température de l'eau augmente, la biodiversité disparaît, si je fais juste vous raconter des mauvaises nouvelles, bien, ça crée de l'éco-anxiété. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est anxieux? On paralyse. Donc, ça ne génère pas des actions. Puis la nouvelle Ah, recette, c'est puis ça. ça, c'est en 2017, ça ne fait pas trop longtemps. En 2017, il y a des gens, des experts de mon domaine qui se sont rendus compte que
la recette marchait plus. Puis ils ont repensé la recette pour créer des actions, pour que les gens aient envie de protéger la nature. Et la recette, c'est d'être optimiste, de montrer le beau, donner de l'espoir, puis aussi parler de ce qui marche. Pas juste de dire que ça va mal. Il y en a plein des belles initiatives. Puis dans l'océan vu du cœur, puis la terre vue du cœur, c'était vraiment ça l'idée. C'était de voir ces gens de cœur, la beauté de l'océan, mais aussi les gens de cœur qui se battent pour préserver cette beauté-là. Bon, mais ça marche en tout cas parce qu'on sort de là, on se dit, OK, là, premièrement, de savoir que l'océan nous sert de poumon tout autant que toutes les forêts de la planète. Et on a beaucoup entendu sauver l'Amazonie, là, mais on n'a pas entendu sauver les océans. Et il y a tellement de pollution. Dis-nous, c'est quoi la situation actuelle? Puis en plus, on faut savoir qu'ici, au Québec, on a un très gros pourcentage de l'eau potable en plus sur la planète. C'est encore plus important d'être conscient de ça. Ben oui, on a le quart des réserves d'eau douce de la planète dans le système Saint-Laurent-Grand Lac. Incroyable. L'océan, c'est 70 de notre planète en surface, donc c'est énorme. C'est un de nos 2 poumons, c'est notre garde-manger. Sur la planète, il y a à peu près 80 des protéines qui proviennent de la mer. C'est une pharmacie aussi. Il y a plein de molécules avec des propriétés extraordinaires qui viennent des organismes marins ou des océans. C'est un moyen de transport, c'est un moyen d'économie important. Puis, dans plusieurs sphères, l'état de santé, le bilan de santé de l'océan, il est assez inquiétant. L'eau se réchauffe, l'océan devient de plus en plus acide. Les récifs coralliens, quand c'est acide, ils se détruisent. La biodiversité qui compose nos écosystèmes est en protection, je pense, qui est naturelle ou d'un point de vue humain, là, d'essayer de soit se cacher la tête dans le sable ou se dire « Ah, mais ça se passe juste ailleurs. Le plastique, le continent de plastique est dans l'océan Pacifique, c'est juste ailleurs. » Mais il n'y a pas de ailleurs avec les océans parce que l'océan, il est partout. Puis c'est pas parce qu'on habite dans une grande ville, à Montréal, par exemple, qu'on n'est pas connecté sur l'océan. L'air qu'on respire vient jusqu'à nous. Les poissons qu'on a dans notre assiette viennent jusqu'à nous, même si on n'est pas les 2 pieds dans l'eau comme moi, ici à Sainte-Luce-sur-Mer. Donc, on n'est jamais bien loin de l'océan. Puis de rappeler ça aux gens, je pense que c'est vraiment important. Puis, il y a une autre chose aussi qu'on connaît moins. Pour vous donner un petit cours d'océanographie 101, là, les océans nous aident, pas juste parce qu'ils nous procurent des protéines ou des produits ou des services, mais parce que c'est un allié climatique. S'il n'y avait pas les océans, le changement climatique puis le réchauffement de la planète puis les gaz à effet de serre, là, ça serait encore pire qu'à l'heure actuelle. Les océans sont capables de capter une partie de nos gaz à effet de serre. Sans eux, là, à l'heure actuelle, ça serait 30 de plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais le prix à payer pour ça, c'est une réaction chimique là, que je vous épargne, mais qui rend les océans plus acides. Donc, à chaque fois que les océans captent un petit peu de nos gaz à effet de serre, l'océan devient aussi plus acide en même temps. Donc, c'est le prix à payer. C'est des alliés, mais si on ne les protège pas, ils ne pourront pas nous protéger indéfiniment. C'est comme une relation à double sens, c'est pas à sens unique. Alors, nous autres, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les gens auront compris que j'ai un rhume et que je tousse. Alors, je ferme mon micro quand je tousse. Merci d'être indulgent avec moi. Je vais m'étouffer tantôt d'ailleurs. Merci d'être indulgent. Mais ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Parce que on voit les gros bateaux de croisière, entre autres. À chaque fois que j'en vois un passer, j'ai mal au ventre, puis en même temps, j'ai plein d'amis qui font des croisières. Comment est-ce qu'on fait pour justement garder une certaine légèreté là-dedans, mais être conscient qu'on peut faire quelque chose? Bien, la meilleure approche, c'est de ne pas faire la leçon aux gens. Puis il y a des gens qui sont excellents pour sonner l'alarme, puis c'est correct, puis ça en prend. Moi, mon approche, c'est plus de mettre en valeur les initiatives inspirantes. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut s'impliquer dans notre communauté pour la réduction, par exemple, des émissions des émissions de gaz à effet de serre dans différentes opérations. On peut repenser notre utilisation de plastique parce qu'on en parle dans l'océan vue du cœur. Le plastique, c'est rendu le polluant
le plus important de la planète. On jette l'équivalent d'1 camion à ordures par minute en déchets plastiques dans nos océans C'est terrible. à l'échelle de la planète. Ça, c'est quelque chose d'assez facile à changer, malgré le fait que là, la semaine dernière, il y a le gouvernement, la Cour fédérale vient de reculer sur une interdiction qu'on avait chez nous au Canada pour 6 catégories d'objets en plastique, les pailles, tout ça, les sacs, les contenants alimentaires. Puis le lobby du plastique étant quand même assez fort, ils ont réussi par un tour de passe-passe juridique à reculer sur cette loi-là. Et puis, on n'a plus cette interdiction-là. Ceci étant dit, c'est pas une raison pour que demain matin, On on se recommence. remette à prendre des sacs en plastique, à utiliser des fourchettes en plastique, tout ça. Voilà, Il y mais a ça, du c'est une gros bon question sens. d'éducation aussi, là, dans le sens où est-ce que si on est au courant, on est instruit à ce niveau-là, on le comprend, on va Mhm. simplement, comme société, arrêter d'en consommer et ils vont devoir s'adapter, les industries, d'une Exact. façon ou d'une autre. Oui, puis il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça c'est facile de se sentir petit devant les enjeux océaniques. C'est tellement des gros enjeux. Quand on parle de changement climatique ou de réchauffement des océans, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie pour l'océan qui se réchauffe? C'est comme 2 proportions tellement différentes que c'est dur de sentir qu'on peut faire quelque chose, mais il y a plein de petits gestes. Commencer par aller voir la mer, se connecter avec l'océan, le naviguer, nager, faire n'importe quel sport nautique, se reconnecter avec l'océan, c'est déjà un pas qui crée cette histoire d'amour-là, puis ce lien qui fait en sorte qu'après, on repense ce qu'on fait dans la vie, puis qu'est-ce que nos choix pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Manger des poissons qui ne sont pas en voie de disparition. Il y a toutes sortes de guides maintenant qui existent pour avoir une consommation durable, encourager des pêcheries qui sont durables, pas des gros bateaux-usines. Donc, ceux qui limitent leur consommation de viande aussi, évidemment, ça a un rôle, ça a un impact environnemental important, mais moi, je ne suis pas dans le jugement. Il y a des gens qui ne sont pas végétariens dans la vie, puis c'est bien correct. Moi, je ne suis pas végétarienne, mais il y a moyen de penser ce qu'on consomme, puis penser à l'histoire ou à l'impact de ce qu'on consomme. Puis il y a des options. Il y a surtout des options. Il y a pas juste des leçons euh, sans réponse, là. Il y a des options pour faire les choses intelligemment. Puis je pense que ça commence par ralentir puis repenser notre place dans l'écosystème. Et moi, j'ai vu aussi, bon, d'abord, tu es une grande plongeuse, hein, je pense que Cousteau a eu un effet sur toi. Ouais, grande. En tout cas, tu es une plongeuse, tu as fait le tour du monde à travers les océans, sur des voiliers, sur des bateaux, tu as plongé. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu as vu de plus beau et ce que tu as vu aussi peut-être de moins beau dans toutes tes recherches. Mais ce que j'ai vu de plus beau, puis je le raconte un peu dans le film, c'est cette fois-là où je travaillais avec des collègues en Guadeloupe et puis Laurent Bouvray, puis Nelly, sa conjointe, m'amènent en bateau et c'est un grand spécialiste de baleines, les mêmes baleines qu'on a chez nous qui partent l'hiver dans la Caraïbe, puis que j'avais suivi cette année-là. Et on est en bateau, puis on voit des baleines à bosse. Puis Laurent me dit, saute à l'eau, tu vas les entendre. On avait un hydrophone, là, mais il me dit saute à l'eau, puis tu vas les entendre, mais pas juste avec tes oreilles, tu vas les entendre ici, Avec ton dans corps. ta cage thoracique. Et ça, Oui, parce que ça j'ai vibre. jamais vécu quelque chose d'aussi puissant que ça dans ma vie. J'entendais les baleines au travers de moi. Wow. C'était magnifique. Puis, ce que j'ai vu de plus triste, ben, c'est toute cette pollution là, qu'il y a un peu partout. Des plages qui sont des dépotoirs, mais des choses épouvantables. Mon collègue à la mission Milton, c'est une organisation qu'on a créée pour faire des nettoyages de rivage, justement. Puis on a un volet international maintenant. Il est au Chili cette semaine. Puis il m'envoie des images de ce qui se passe là-bas. Puis c'est pas juste les pauvres Chiliens qui vivent dans des dépotoirs naturels sur la plage. C'est le même océan. On est les mêmes humains. On est connectés par Mm, cet océan-là. On vit sur la même planète. mm. Puis ce qui se passe là-bas, à plus petite échelle, on vit la même chose ici.
nos plages, il y a du plastique, là, pas mal plus qu'avant. Mais heureusement, il y a des gens qui s'affairent à trouver des solutions ou à nettoyer ce plastique-là. Mais on ne Oui, pourra mais pas à juste la base, nettoyer. et on le voit dans le film, là, entre autres, une compagnie en Colombie-Britannique qui s'affaire justement à dépolluer les océans. Mais c'est immense, en fait, c'est impossible d'y arriver si on continue à la source de polluer 10 fois plus qu'on dépollue ou 1000 fois plus qu'on dépollue. J'aimerais ça que tu me rappelles, parce qu'on parlait de ça avant d'arriver en onde. Je te demandais, bon, entre autres, les méduses sont considérées comme aussi du plancton, mais Oui. les seuls, voyons comment est-ce qu'on dit ça, prédateurs qu'elles ont, ce sont les tortues, puis les tortues sont étouffées par le plastique. Est-ce que, Oui, ben, qu'est-ce qui est le plus dangereux présentement? Est-ce que c'est le plastique, c'est ça? je pense que ce qui est le plus dangereux, c'est notre méconnaissance de l'impact qu'on peut avoir sur les océans. Mais dans le cas des tortues, pour vous montrer à quel point tout est interconnecté, là, les tortues, il y en a de moins en moins. Elles font partie de celles qui sont dans le déclin de biodiversité qu'on constate partout sur la planète. Et puis, des tortues, évidemment, ça mange des méduses. Mais là, les tortues n'étant plus là, les méduses n'ont plus de prédateurs. Puis une méduse, là, c'est une machine d'adaptation évolutive. C'est capable de s'adapter à n'importe quoi. L'eau plus chaude, plus froide, plus acide, moins acide, ça ne les dérange pas. Donc, il n'y a rien pour les arrêter. Puis, ils n'ont plus ces prédateurs-là. Puis, malheureusement, dans l'eau, il n'y a rien qui ressemble plus à une méduse qu'un sac de plastique qui flotte entre deux eaux. Puis, il y a une organisation environnementale qui avait fait une pub il y a quelques années où on voyait sur le poster des sacs en plastique des méduses, puis il disait, les gens voient pas, vous voyez la différence, une tortue ne verra pas la différence entre les deux, puis c'est pour ça, entre autres, que les tortues, qui sont un peu le porte-étendard, mais c'est vrai pour plein d'animaux marins, ingèrent du plastique ou encore vont rester empêtrés dans ces débris de plastique-là, puis ça crée des mortalités là, vraiment importantes au niveau de la faune, les oiseaux marins, les tortues, les poissons. Il y a plusieurs milliers d'individus qui meurent chaque année parce qu'il y a des déchets dans l'eau, puis c'est pas supposé être là. Exactement. Et ça, à ce niveau-là, mais faut s'attaquer à la source, c'est-à-dire l'éducation, 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 ne plus utiliser le plastique. Puis écoute, à chaque fois que je vais chez Costco, c'est l'autre ou les grandes surfaces, je me dis tout le temps, mais tout est tellement suremballé en plus. Ça met Ah oui. une culture à changer complètement. Est-ce que Oui, tu es mais en découragée même parfois? temps, il faut se permettre, puis ça, j'ai eu vraiment des réflexions là-dessus souvent, il faut se permettre de ne pas avoir la solution parfaite. C'est facile de dire: «Ah, mais je vais acheter un véhicule électrique. Ah, mais là, les véhicules électriques, les batteries. Ouais, OK, bon, je vais faire telle affaire. Ah, mais là, ça ne compensera pas pour tel truc». Si on attend la perfection, je Mhm. peux aussi aller m'asseoir dans le coin de ma chambre puis me rouler en boule en pleurant parce qu'il n'y a rien qui va changer. Voilà. Donc, se permettre de faire des petits gestes, puis réaliser que chaque petit geste se cumule, puis ça fait une différence au final parce qu'ensemble, notre impact, il compte. Puis ça, c'est vraiment une voie de contournement à l'éco-anxiété aussi, de vouloir, d'avoir l'impression qu'on ne peut rien faire, le problème est trop gros, je ne fais pas de différence, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça, c'est bien stressant, mais de juste commencer par des petites choses puis comprendre que tout ça, bien, ça s'accumule, c'est un bon pas. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça inspire les autres aussi, puis ça montre que c'est possible, puis ça montre que tu as pas besoin d'être un doctorat en environnement pour faire une différence, puis que dans la vie puis dans le quotidien, il y a des petites choses simples qui font une grosse différence. Fait que moi, ma job, c'est aussi de mettre en valeur ça pour que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin d'être une coalition de 175 000 personnes pour faire une différence, que Madame Tremblay, qui va prendre une marche sur le bord de la mer puis qui décide de ramasser 4 livres de déchets, bien, ça peut avoir l'air anodin, mais ça finit par faire une différence. Puis cette personne-là va en inspirer plein d'autres à faire la même chose. C'est comme un concept de vente pyramidale, mais positif.
sans la Absolument. fraude. Alors, il y a quelques commentaires, entre autres, Linda Lynn ici qui dit la sensibilisation doit être faite dans les pays ou les endroits du monde où la gestion des déchets est mal gérée à la base. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que c'est sûr que c'est facile d'accuser les pays en voie de développement, par exemple, de ne pas avoir une gestion des déchets adéquate, là. Oui, ben, c'est de notre devoir aussi, nous qui vivons dans des pays mieux nantis, de donner à ces pays-là, les moyens de faire cette prévention-là ou cette gestion-là. Puis ça, à la COP 15 qu'on a eue à Montréal, puis à toutes les COP, les conférences, mondiales sur le changement climatique ou sur la biodiversité, c'est un point qui revient d'avoir cette capacité-là d'aider les pays à avoir une résilience climatique ou des solutions pour s'en sortir. Eux, ils se lèvent le matin, puis leur priorité, c'est pas de sauver des baleines comme moi ou de ramasser du plastique. Souvent, c'est est-ce que mes enfants vont survivre? Est-ce que je vais être en santé pendant encore longtemps? Puis on a le luxe ici de ne pas avoir à se poser ces questions-là quand on se réveille le matin, mais on a aussi le devoir d'aider à l'international les gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des populations dans les océans qui sont comme des populations phares que même si elles sont toutes menacées, il y en a qu'on a vraiment plus besoin, entre guillemets, de sauver en premier parce que toute la chaîne en dépend. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi, entre autres, de mettre ton attention sur les baleines? Ben, les baleines, c'est des belles excuses pour protéger les océans parce que j'ai des collègues qui travaillent sur les étoiles de mer ou les crevettes, puis c'est moins efficace, sauvons les crevettes. Mais quand on protège une baleine, ça a moins la sympathie du public des crevettes, des étoiles de mer. Par contre, c'est tout aussi important dans l'écosystème, peut-être plus parfois. Mais les baleines, on les appelle les espèces parapluies parce que si je tiens un parapluie, ben, je suis capable de protéger d'autres mondes en dessous. Puis c'est ça qu'elles font, les baleines. Quand on dit sauver les baleines ou il faut protéger les baleines, c'est c'est plus facile de se lier d'amitié ou d'avoir une sympathie pour ces espèces-là. Mais quand on s'en sert, ça bénéficie à l'ensemble de l'écosystème. Donc, le but, c'est d'être le plus efficace possible. Si je passe des semaines à expliquer l'importance des étoiles de mer dans l'écosystème, ben c'est du temps que je gagne quand je parle de baleines parce que les gens, on dirait qu'ils captent plus vite. Mais au final, elles ne sont pas plus importantes que les autres. C'est juste qu'elles sont plus efficaces à convaincre les gens. Mais j'entendais entre autres je pense que c'est dans ton TED Talk que j'invite les gens à aller écouter d'ailleurs, où tu parles des loutres dans l'océan Pacifique qui ont un rôle très spécifique parce qu'elles mangent les oursins. Puis ça, c'est important dans la chaîne, sinon les oursins vont détruire une partie de l'environnement. Alors, tu sais, il y a quand même des espèces phares comme ça. Oui, bien, ça, c'est des espèces qui ont un effet disproportionné. C'est pas parce qu'elles sont plus importantes, mais quand on fait quelque chose sur ces espèces-là, ben ça a un effet décuplé. Puis les loutres, c'est un bel exemple parce que les loutres, ça mange des oursins, puis les oursins, ça mange des grandes algues qu'on appelle les forêts de laminaires. Et ça, c'est un habitat pour les petites larves de poissons, pour toutes sortes d'espèces. Donc, quand il n'y a plus de loutres, on se ramasse avec plein d'oursins qui vont toutes bouffer les algues et puis là, on perd un habitat, puis il y a plein d'autres espèces qui sont affectées. Donc, ces interconnexions-là, ça nous permet de dire où est-ce que je serais le plus efficace? Moi, j'ai juste une vie avec 24 heures par jour. Où est-ce que je peux mettre mon temps pour avoir le plus gros impact sur les écosystèmes? Puis souvent, on cible des espèces comme ça qu'on est capable d'identifier, là, puis ça nous donne un impact qui est encore plus grand. On pourrait parler pendant tellement longtemps. Écoute, Oui, hein? moi qui viens de la Gaspésie et toi aussi, et on a des connaissances communes des îles de la Madeleine. Mais pour l'instant, justement, quand tu me dis, c'est des petits gestes, là, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message pour que les gens l'entendent et commencent ici maintenant? Prenez le temps d'aller voir notre Saint-Laurent. N'importe où le long du Saint-Laurent, à Montréal, n'importe où, Montréal, Québec, les îles, on est tous interconnectés par la même chose. Commencez juste par ça. Créer ce lien-là avec le fleuve ou avec nos océans. Le reste va suivre d'instinct. Il faut créer ce lien-là avec notre océan. C'est facile, c'est tellement beau.
juste prendre le temps de s'y intéresser, c'est un premier pas ultra efficace. Et si vous n'avez pas le temps d'aller à l'océan en fin de semaine, vous pouvez aller voir au moins le film qui est toujours sur nos écrans. Et là, vous allez voir, bon, c'est après la Terre vue du cœur, c'est l'océan vu du cœur. Vous allez y rencontrer Lynn. Mais Lynn, avec ses cheveux foncés, hein? T'as changé Oui, de tête entre les deux. c'était rouge dans ce temps-là. Mais surtout pour la beauté des images, même si les solutions ne sont pas parfaites encore, il y a des amorces de solutions, il y a des choses qu'on a envie d'entendre, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais là, on vient de voir, entre autres, une juriste qui explique qu'il faudrait que ce soit un crime, finalement, de polluer nos océans. Et ils sont en train de faire quelque chose avec ça. Et c'est très intéressant, l'aspect légal aussi. De donner une entité juridique aux fleuves ou à des rivières ou Ouais. à nos océans. Oui, mais puis c'est le dernier message d'Hubert Reeves qui nous a quittés il y a quelques semaines et c'est un message qui lui tenait tellement à cœur à Hubert. Puis le moins qu'on puisse faire maintenant, les intervenants dans le film, c'est de partir avec notre baluchon puis de porter ce message-là parce que c'est un message qui est tellement important. Lynn Morissette, c'est fascinant et tellement intéressant de t'entendre. Je veux juste finir avec une chose. C'est quoi ta relation avec les baleines? Est-ce que tu parles d'empathie à un moment donné aussi, à quel point c'est important de prendre la partie empathie de l'être humain justement pour régler les problèmes de tout, pas juste les océans, de la planète au complet? Ben, quand on voit des baleines, la connexion est naturelle, puis c'est des animaux qui ont cette capacité-là de moduler notre vie pour qu'elle soit meilleure. Elles Ouais. nous forcent à travailler ensemble. Quand on les voit, on est bouleversé. On n'est pas si loin que les baleines. On a le même nombre d'os. On a exactement... Les baleines, elles sont pas si loin de nous. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a une connexion naturelle. Hum. Moi, j'ai la chance de les côtoyer, mais c'est vrai pour n'importe qui, euh, qui aura cette chance-là un jour, j'espère. Là, mais c'est des espèces avec lesquelles on a une connexion qui est tellement forte, Hum. puis qui ont en plus, une fois cette connexion-là établie, la capacité de nous rendre extraordinaires. Des J'y meilleurs. crois vraiment. Écoute, je t'entends, puis d'un point de vue énergétique ou spirituel, les baleines ou les grands mammifères marins, les dauphins également, ont la capacité d'ouvrir le cœur des humains. Et je pense que c'est ce que tu viens de faire avec nous autres, parce que ta connexion à ces grands mammifères-là, elle est palpable. Merci infiniment, Lynn Morissette, pour ta mission, pour ce que tu fais, pour le film. Et j'invite les gens à y aller, à participer. Et surtout à partager en grand nombre cette entrevue pour que tout le monde l'entende et tout le monde la voie. Merci Lynn, à bientôt. C'est un plaisir, à bientôt.